Hey, re-bienvenue à Inspiration pour une 13e fois aujourd'hui. Isaïe, il est tout énervé. On Ouais, reparle de basket pour la première fois depuis l'épisode numéro 1. je suis très content, puis surtout avec l'invité que j'ai vu sa carrière un petit peu. Donc, je suis très heureux qu'on le reçoive au podcast. Là, on va faire une petite intro avant de commencer. Yes. Donc, on présente aujourd'hui un nouveau commanditaire, le Centre du pneu Patrie, qui est avec nous maintenant pour les prochains épisodes. Le Centre du pneu Patrie, c'est un garage pour vos voitures à Drummondville. Donc, allez les voir si vous avez des petits soucis avec vos autos ou même juste des petites mises à jour, des petits entretiens. Là. Carl est super sympathique, puis je pense que c'est une personne ça vaut la peine d'aller encourager un entrepreneur d'ici, donc ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Ensuite, on vous encourage aussi à aller voir le plan de match. On sort des articles à toutes les semaines. On couvre le hockey, le soccer, le football, le tennis, le golf, le basket, sûrement que j'en oublie. Mais on couvre les 7 des grands sports majeurs. Puis, si votre sport n'est pas là, bien, continuez à suivre le plan de match parce que la phase 2 du plan de match viendra sûrement à la fin de l'automne avec d'autres sports et d'autres rédacteurs. Sinon, il y a quelques épisodes, je pense que c'est vers l'épisode 8, 9, 10, on avait parlé comme quoi que moi et Isaïe, on écoutait le documentaire de Michael Jordan, puis on capotait vraiment sur le Ouais, documentaire. vraiment. Puis là, on voulait en parler avec quelqu'un. Non, c'était avec qui qu'on pourrait parler de basket. Fait que finalement, aujourd'hui, on va parler un petit peu du documentaire, mais on va parler principalement d'une autre personne de basket qui est possiblement encore plus intéressante ou autant intéressante. Puis, on s'est dit que on ne voulait pas faire les choses en petit pour parler de basket. Fait qu'on a trouvé, d'après moi, la meilleure personne pour parler de basket au Québec. Will Archambault, bienvenue à Inspiration. Salut les gars, merci pour l'invitation. C'est nous qui te remercions. Pour vrai, on est super contents de te recevoir. Euh, Moi, ça fait depuis que je suis les Raptors que je te connais. Isaïe, toi, ça fait un petit peu plus longtemps. Ouais, ben dans le fond, j'ai déjà eu une rencontre là, dans mon sport études avec Max, Paulus Gosselin. Puis là, il nous avait raconté un peu votre histoire là, au March Madness. Fait que j'avais su qu'il y avait 2 Québécois qui étaient allés au March Madness, dont tu faisais partie. Donc, ça fait rêver des petits gars qui s'entraînent au basket d'aller plus haut. Fait que c'est comme ça que je vous ai connus, dont toi, Will. Donc, comment le sport a commencé pour toi, puis surtout le basket? Ben, le sport en général a commencé comme pour n'importe quel enfant. Les parents veulent un peu de liberté, veulent que les enfants bougent un peu. Donc, ils t'inscrivent à un sport. Regardez, moi, je suis rendu père, ça fait quelques années maintenant. J'ai un petit gars qui a 5 ans. Ma fille, elle a 2, 3 ans. Puis je les ai inscrits au soccer. C'est là que ça a commencé pour moi. C'était le soccer, T-ball, n'importe quoi pour rester actif. Et à un moment donné, j'ai eu une belle opportunité pour jouer au basket avec un de mes chums. Il m'a dit t'es un grand garçon, tu mesures une tête de plus que tout le monde. J'étais en 6e année, je pense. Puis j'ai comme eu la piqûre depuis ce moment-là que je suis embarqué sur le parquet et que j'ai tenu un ballon de basket pour la première fois. Donc, ça a vraiment commencé de même. J'ai joué avec les Lynx Saint-Hubert pendant 2, 3 ans. Et j'ai été bien encadré, bien entouré, bien coaché. J'avais des coéquipiers extraordinaires, puis des parents qui me supportaient dans mon sport. Et à un moment donné, ça a juste débloqué pour moi. OK. Puis, il y a quelque chose qui est assez particulier de ton parcours, c'est que tu as passé du niveau secondaire au collégial Division 1 avec Champlain jusqu'au rang universitaire américain à l'Université de Davidson. Tu veux-tu un peu nous parler de comment toute cette transition-là s'est faite pour toi? Oui, mais je vous dirais que maintenant, c'est rendu un peu plus commun de voir des Québécois se rendre au niveau universitaire. C'est ça qui est vraiment le fun. Ça n'a pas commencé avec ma génération, ça a commencé avec des générations antérieures. C'est sûr qu'on a vu des gars se rendre à la NBA comme des Bill Wennington de ce monde. Après ça, dans les générations suivantes, on a eu Joel Anthony, on a eu Samuel Dalembert. Ça, c'est tous des gars de Montréal qu'on a regardé et qu'on a dit waouh, c'est vraiment le fun de voir quelqu'un d'ici se rendre là. Euh, Nous autres, je te dirais, pour les gars de ma génération, on avait des gars avant nous autres qui se sont rendus au niveau universitaire, tels que
C'était Pierre-Marie, Bernard Côté, Mohamed Achad, par exemple, qui se sont rendus là, ils ont eu des bourses, puis c'est grâce à eux autres qui ça nous a donné le désir et les ambitions de se rendre au prochain niveau. Le prochain niveau étant la NCAA. Puis l'affaire qui est intéressante avec les Cavaliers de Champlain, c'est qu'on avait quand même un entraîneur assez remarquable en John D'Angelis qui nous a coaché, qui m'a coaché personnellement pendant 2 ans de temps, mais qui a entraîné à Champlain pendant quoi, une 10-15 d'années. Puis ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est que ces entraîneurs-là, c'est souvent du bénévolat qu'ils font. Puis lui, ce qu'il voulait vraiment, c'est d'encadrer les jeunes, les préparer non seulement pour le prochain niveau qui est la NCAA, mais aussi c'est les préparer dans la vie, qu'ils soient des bonnes personnes, qu'ils soient des personnes qui puissent redonner à la communauté, non seulement à travers leurs actions, mais à travers la façon qu'ils vont élever leurs enfants aussi. Donc, tous les gars qui ont passé à travers Champlain, avec qui je suis encore en contact, c'est toutes des bonnes personnes, ils ont des bonnes carrières, c'est des personnes qui ont des bonnes valeurs et tout. Donc, c'est juste quelque chose que je trouvais vraiment le fun avec le cégep de Champlain. Fait que, après ça, c'est sûr que tu te dis, good, j'ai quelqu'un qui va m'aider à devenir un homme qui va être bon, qui va être incroyable dans la communauté, mais après ça, je veux jouer au basket. Fait que c'est quoi que je fais pour jouer au basket après ça? Je me donne à 100%. Je m'assure de faire les drills que l'entraîneur me dit de faire. Je développe mon quotient intellectuel de joueur de basket. Je développe mes relations. Puis après ça, je pense au prochain niveau. Puis nous autres, ce qui était bien, c'est comme je vous ai mentionné, il y a plusieurs joueurs qui sont allés au niveau universitaire avant nous autres, quand on était à Champlain. Et il y avait plusieurs joueurs qui se faisaient dépister par les universités américaines quand moi, je me faisais aussi dépister en même temps. Donc, par exemple, vous parlez de Max Paulus. Max Paulus, qui est allé à Davidson l'année avant moi. Il y a eu une bourse d'études à Davidson. Le coach, il m'a vu aussi à Champlain et il m'a offert une bourse d'études aussi en même temps. Donc, ça s'est fait quand même assez bien. J'ai eu d'autres opportunités d'aller jouer dans d'autres universités américaines. Mais le fit à Davidson, c'était vraiment le fit que je croyais qui pourrait être intéressant pour moi, là. Pour plusieurs raisons. Ce qui est remarquable aussi, parce que, tu sais, moi, j'ai passé proche d'aller à l'université américaine au tennis. Puis, tu sais, ce qui est remarquable, c'est que tu as eu full scholarship. Pour expliquer aux gens, tu sais, full scholarship, c'est, dans le fond, tous les frais d'études payés. Tu sais, qu'est-ce que ça représentait pour toi à ce moment-là de te faire dire cette expression-là par les gens de l'université Davidson? Ben, quand tu te fais vendre le rêve d'aller jouer aux États-Unis, tu te fais vendre aussi le fait que tu vas avoir une bourse tout payé. C'est full ride, comme on appelle en anglais. Fait que moi, je m'attendais à recevoir ça parce que je savais que mon talent pouvait me rendre là. Là, il restait juste à travailler fort. Je savais que j'allais être capable de travailler fort aussi. Donc, pas que je l'ai pris pour acquis, mais je m'étais dit, c'est sûr que je vais me rendre là. Donc, quand j'ai eu les offres universitaires, j'ai pas eu juste des offres universitaires de Davidson. Comme j'ai dit, j'ai eu plusieurs autres offres universitaires. Mais je m'étais dit, OK, c'est cool. Ça me rend une coche plus loin de mon rêve ultime. Mon rêve ultime étant de jouer pour la NBA. Donc, moi, j'ai comme un peu pris ça pour acquis. Ça peut être mal vu d'un côté, mais d'un autre côté, j'avais confiance en mes talents, j'avais confiance en ma capacité de performer sur le terrain. D'un autre côté aussi, tu pourrais te dire, les gens à qui ça l'aurait peut-être soulagé, c'est mes parents. Parce que, tu sais, quand tu y penses, là, ton jeune va aller jouer aux États-Unis, mais si tu n'as pas de bourse d'études ou tu deviens un walk-on, par exemple, qui se fait recruter par une équipe, mais qui ne reçoit pas une bourse d'études, souvent, ce qui arrive, c'est que oui, il va recevoir des bourses académiques, dépendamment de ses notes à l'école, mais les parents vont défrayer certains coûts eux-mêmes de leur poche. Ouais. Et quand on parle de jouer aux États-Unis, ça peut être quand même assez dispendieux. Il y a des équipes, il y a des écoles au niveau universitaire qui peuvent coûter entre 40 à 60 000 par année US. Donc, moi, ce que je voyais avec certains des jeunes que je côtoyais dans mes cours, par exemple, de mathématiques, de physique et tout, ben, c'est que ces jeunes-là, leurs parents prennent une deuxième hypothèque sur leur propriété. Puis ça, c'est pour un enfant. Des fois, une deuxième ou une troisième. Donc, c'est sûr qu'après ça, après genre 1 an ou 2, tu te dis, ouais, finalement, je suis quand même dans une bonne situation, puis tu es vraiment heureux de la situation que tu es dedans, puis tu remercies aussi, on pourrait dire, les dieux de t'avoir donné le talent de jouer, puis d'avoir le talent aussi pour jouer à ce sport-là et t'aider à t'amener à ce niveau-là. Mm-hmm.
Puis comment que c'est la college life aux États-Unis comme athlète, tu sais, d'avoir des compétitions la fin de semaine, puis d'aller à l'école la semaine, pratiquer avant l'école. Comment tu as vécu ça tes années là-bas? Je te dirais que c'est vraiment de la gestion du temps. Quand tu arrives aux États-Unis, là, il faut que tu te rendes compte que quand tu arrives aux États-Unis sur une full ride, puis tu es un athlète, il faut que tu te rendes compte que c'est une business. C'est une business pour l'entraîneur, c'est une business pour l'université parce que ça génère de l'argent pour l'université, puis c'est une business pour tous les autres employés qui vont t'entraîner. Par exemple, les strength and conditioning coaches, les gars qui vont t'entraîner, les nutritionnistes et compagnie. Parce que si, par exemple, les équipes sportives ne performent pas, l'équipe de basket ne performe pas, l'équipe de baseball ne performe pas, l'équipe de football ne performe pas, ben devine quoi? Les entraîneurs n'ont plus de job, les entraîneurs de soutien n'ont plus de job non plus, les nutritionnistes n'ont plus de job, les revenus d'université, ils ne rentrent plus. Donc, c'est une entreprise au niveau universitaire quand même. Ça, une chose qu'il faut prendre en considération. Donc, ton horaire est vraiment cédulé d'une certaine façon pour que tout soit fait, pour que tu aies du succès, non seulement sur le terrain, mais aussi dans la classe. Parce que si tu n'as pas de succès dans la classe, tu ne vas pas être capable de jouer ou ils ne vont pas te laisser jouer. Tu ne vas pas être éligible académiquement pour jouer au basket ou jouer ton sport que tu veux faire. Donc, quand je parle de gestion de temps, on va dire un genre d'horaire typique, c'était, on va dire, un lundi matin, j'allais à mes cours. Euh, Après ça, ça durait peut-être de 8 à midi. Après ça, à midi, ben, j'allais manger. J'avais peut-être un petit workout avec un entraîneur pour faire des poids et haltères à peut-être 1 heure l'après-midi. Après ça, j'avais mes cours encore pendant une couple d'heures. Puis après ça, c'était la pratique qui pourrait durer environ 2 à 3 heures. Et dépendamment à quel moment dans l'année qu'on était, par exemple, si on est en plein milieu de l'année où est-ce qu'on a des parties, souvent ce qui arrivait, c'est que si on venait d'en jouer une la journée d'avant ou quelques jours d'avant, on regardait du game tape ou du film de nos performances antérieures pour voir c'est quoi qu'on a bien fait, c'est quoi qu'on a mal fait, sur quoi il faut travailler. Et si, par exemple, on avait une partie dans les prochains jours, mais il faut se préparer pour l'équipe adverse. Donc, comment on se prépare pour l'équipe adverse? De différentes façons. Tu es dans la salle de film où est-ce que les entraîneurs ils prennent le temps de couper tous les segments de film de l'équipe dont laquelle on va jouer, les joueurs qu'on va jouer, voir c'est quoi leurs aptitudes, c'est quoi leurs habitudes, c'est quoi les habiletés des joueurs, c'est quoi les jeux qu'ils jouent aussi. Puis après ça, tu arrives sur le terrain, puis après ça, tu vas avoir une équipe qu'on appelle Scout Team, ceux qui jouent un peu moins, qui vont vraiment essayer d'apprendre les jeux de l'autre équipe pour que les starters ou les joueurs qui jouent plus puissent les jouer en pratique. Fait que quand tu es prêt à jouer la vraie game contre la vraie équipe que tu vas affronter, ben, tu vas avoir déjà vu les jeux, tu vas savoir exactement les genres de jeux que l'autre équipe va avoir. Donc, c'est vraiment tout planifié de A à Z quand tu es rendu au niveau universitaire. Là. Tout. Les petits détails sont regardés et toutes les secondes sont calculées pour que tout soit fait de la bonne façon. C'est super intéressant. Puis là, en 2008, votre équipe, vous êtes allé au March Madness. Et là, ça va être un peu crève-cœur probablement d'en parler. Mais veux-tu un peu expliquer comment c'était de jouer au March Madness en 2018? En 2008, parce que vous étiez un peu l'équipe Cendrillon du tournoi. Puis March Madness, il faut savoir que c'est le plus gros tournoi de basket aux États-Unis. Puis tout le monde le regarde, même au Canada, les plus petits fans. C'était comment cette année-là au March Madness? Ben, c'était quelque chose qui était quand même assez bien parce que l'année d'avant, on avait fait le March Madness aussi. C'était ma première année dans la NCAA. On avait perdu en première ronde contre Maryland. Maryland étant quand même une bonne équipe au niveau universitaire là, dans les ACC. Et l'année suivante, on s'était dit, regarde, on a perdu l'année passée, on va se rendre loin l'année suivante. On avait quand même des gars qui avaient de l'expérience. On avait Jason Richards, Thomas Sanders, puis des gars qui étaient des bons joueurs de soutien comme Andrew Lovedale, Max Paulus, moi, Bryant Barr. Puis, faut pas oublier, on avait aussi un gars qui s'appelait Steph Curry, qui était quand même assez remarquable, qui était comme, je crois, un des meilleurs marqueurs de tout le niveau universitaire cette année-là, ou peut-être l'année suivante, peu importe. Il était quand même assez bien. Je pense même que LeBron James là, était intéressé de l'avoir puis il l'a recruté un moment donné pour qu'il soit dans son équipe, quelque chose de même. C'est que ça dit gros là, par rapport au fait que tu as un joueur aussi remarquable que LeBron James qui vient voir un joueur universitaire comme Steph Curry qui mesure 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3, pèse 175 livres mouillés. Là. Il était venu, hein, LeBron, vous voir? Pardon?
il était venu, LeBron, vous voir avant un Pendant le match. tournoi. Ouais, c'est ça. Pendant le tournoi, c'est ça, pendant le tournoi, LeBron James avait communiqué avec notre université parce qu'il disait que ça lui tentait de recevoir des billets parce qu'il voulait venir pour regarder Steph. Fait que la personne qui s'occupe des sièges a fait « Ah, c'est une blague, là. Ça se peut pas que ce soit LeBron James. » Mais c'est pas lui, tu sais, directement qui a appelé, mais c'était comme son représentant. Fait que là, le gars, il dit « Ben oui, là, c'est pour LeBron James et quelques personnes. Donc, on aimerait avoir des sièges directement on the baseline pour voir l'équipe de Davidson jouer. » Fait que le gars, il dit « Ouais, mais tu sais, c'est les billets de March Madness, là, vous savez, c'est compliqué à avoir. » Il dit « Regarde, donnez-nous des sièges, là, puis on va s'occuper de vous. » Fait que rendu là, ça, c'est rendu, ça, c'est dans la troisième ronde. C'est avant après qu'on ait battu Gonzaga, Georgetown, puis qu'on était rendu à jouer contre Wisconsin. Fait que pendant cette partie-là, c'est ça l'affaire. LeBron James nous a donné des chandails qui disaient Witness, qui nous a tout donné à l'équipe, qui a donné à l'école aussi pour qu'on puisse porter, pour que les partisans puissent le porter dans les estrades. Fait que là, tu vois tous les partisans habillés en rouge. Ça, c'est vraiment donné par LeBron James. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Donc, on avait quand même un peu de visibilité cette année-là grâce à Steph et aussi à cause de nos performances au cours du March Madness parce que quand tu as une petite école avec 2500 étudiants puis que tu te rends au Elite Eight, ça fait jaser. Ça fait jaser beaucoup de monde, non seulement à travers le sport du basket, mais mondialement. Moi, j'ai vu, ce qui est le fun, c'est que je regarde un peu les articles de journaux que mes parents puis mes grands-parents ont sauvé de ce temps-là et on voit des articles de la presse, de Gazette, Journal de Montréal et on voyait juste du Maxime Paulus-Gosselin, Will Archambault, Davidson Wildcats, deux Québécois dans la NCAA. C'est quand même le fun de voir ça et de voir ces beaux souvenirs-là après. Puis c'était vraiment des années remarquables là, de pouvoir jouer sur un stage aussi gros. Là. Puis on va se dire, d'après moi, dans le journal, ça ne devait pas parler de basket avant. Là. Je pense que ça parlait pas de basket. Ça a parlé de basket pendant peut-être 2-3 semaines à cause qu'on était là. Puis ça n'a pas parlé de basket pendant quelques années encore. Je suis content que les Raptors redeviennent une équipe qui est intéressante à regarder. Puis c'est comme Anthony, comme tu mentionnes, le basket, c'est peut-être pas un de tes sports numéro un, des sports que tu suis depuis le début, mais tu suis les Raptors. C'est une équipe canadienne. Il était le fun à regarder au cours des dernières années parce qu'il y avait une bonne équipe. On avait un Kawhi Leonard qu'on vient de signer. Puis après ça, on performait. Parce que c'est pas le fun de suivre un nouveau sport quand, par exemple, ton équipe locale est poche. Mais quand ton équipe locale commence à être assez intéressante, tu commences à avoir plus de games à la télé, tu trouves ça excitant, ah ouais, finalement, on commence à avoir un peu plus d'intérêt alentour de ce sport-là. On a ce sport-là aussi qui est diffusé en français dans une langue que beaucoup de Québécois demandaient aussi d'avoir. Donc, ça devient de plus en plus intéressant pour tout le monde d'avoir une situation de même. Puis comment tu as vécu ça, toi, personnellement, ces victoires-là au March Madness? Est-ce que tu avais, à un moment donné, t'avais-tu à te pincer pour trouver que c'était une réalité ou c'était pour toi, vous étiez tellement pratiqué que c'était rendu normal d'être là? Tu l'as dit, là, je te dirais, c'est plus la deuxième chose que tu viens de dire. C'est comme je te mentionne, c'est une business. Fait que les coachs sont prêts, ils sont supposés te préparer pour ces moments-là. Nous autres, on était assez confiants pour savoir que tout le travail qu'on a mis au courant de l'année, les années antérieures, ça allait nous amener là, puis ça allait nous amener le succès qu'on était capable d'avoir, qu'on avait eu, puis qu'on pensait qu'on allait avoir en se rendant au Final Four et dans la grande finale. Parce qu'on pensait qu'on allait se rendre. On était à 2 points de se rendre au Final Four. On était sur le bord de battre Kansas. Malheureusement, Jason Richards a manqué son tir de 3 points. Ça aurait été une espèce de tir qui aurait fait parler encore plus que ce qu'on parle en ce moment de Davidson. Mais quand même, c'est tout un accomplissement pour notre école, pour se rendre là au Elite pour la première fois depuis 1969. Là. C'est quelque chose que on a entendu nos partisans, surtout les partisans qui vivaient dans ces années-là, qui suivaient le basket de Davidson des années 60. Ça leur a fait vivre de quoi que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vécu. Mm-hmm. Puis, tu sais, tu as ouvert un peu la porte tantôt, puis tu sais, on ne veut pas s'éterniser là-dessus, mais tu as joué avec possiblement le meilleur shooter de l'histoire de la NBA. Comment c'était de côtoyer Steph au quotidien? Moi, personnellement, c'est mon joueur préféré dans la NBA, puis je suis curieux de savoir de comment c'était de vivre avec lui, tu sais, au quotidien
les pratiques avec tout ça, puis t'étais-tu surpris qu'il y ait autant de succès dans la NBA après? Pour répondre à ta dernière question, si j'étais surpris, je pense pas que je suis surpris. Je savais qu'elle allait être un excellent joueur de basket dans la NBA. Mais de dire qu'elle allait avoir 2 MVP puis qu'elle allait être une des raisons pourquoi elle allait gagner 3 championnats, ça, oui, OK, je suis quand même assez surpris. Ouais. Il y a une personne qui le savait pas, qui le savait qu'il allait se rendre là, autre que peut-être lui-même, tellement qu'il est confiant. C'est un gars extrêmement confiant puis qui croit en ses talents. Donc, je pense que lui, il savait qu'elle allait se rendre là, mais il n'y a personne d'autre qui pouvait croire qu'elle allait être au niveau qu'il était. En termes de personnes, c'est une personne très humble, puis il est encore très humble, Steph Curry. Je parle encore avec lui quelques fois par année. C'était un coéquipier pendant 3 ans, puis là, vu que je suis dans le monde du sport, ben, on reste connecté aussi à cause de ça. On a quand même les deux nos familles, fait qu'on essaie de jaser un peu de ces affaires-là, mais c'est sûr que c'est de plus en plus difficile de rester en contact, surtout compte tenu qu'il est une star mondiale. Là. Comparativement à quand il était à Davidson, on était des coéquipiers où est-ce qu'on se voyait à chaque jour, on allait au même party, on s'entraînait ensemble, un contre un, quand même plusieurs fois par semaine. Donc, c'était quand même toute une expérience jouer avec lui, mais il faisait juste partie des boys. Hein. Dans le temps, c'était un comme un autre. On savait qu'il allait faire la NBA. Là, c'était sûr et certain qu'il allait le faire. Puis, c'est cool, on voyait un de nos frères se rendre là. Puis, on était juste fiers pour lui. Puis, on le savait que il allait faire des choses incroyables, non seulement sur le terrain, mais aussi à l'extérieur, comme s'impliquer dans sa communauté, redonner, créer des fondations, faire tout ce qu'il a fait. Maintenant, il peut utiliser sa plateforme pour faire toutes des bonnes choses à travers le monde. Donc, c'est vraiment le fun à voir. Puis, tu sais, moi, personnellement, moi, j'étais un gars de golf, puis pourquoi c'est mon joueur? Une des raisons pourquoi c'est mon joueur préféré, c'est parce que ça doit être le meilleur joueur de golf hors de tous ceux qui font un autre sport professionnellement. Du sport confondu, là, ouais. Ouais, c'est non, ça. c'est un des meilleurs, puis c'est quand même drôle, là, parce que nous autres, on joue au golf quand même assez souvent, là. Parce que moi aussi, je joue au golf. Okay. Je joue pas autant que je veux, j'ai comme pas vraiment le temps, comme je te dis, avec des jeunes enfants et tout. Mais quand on était à Davidson, on avait un petit parcours de golf sur l'université. Okay. C'est tout des petits par 3, fait qu'on jouait au golf, on jouait au golf là. On avait aussi un petit jeune qui était le fils d'une famille d'accueil qu'on avait à Davidson. Cette famille d'accueil-là, elle accueillait un autre joueur international de basket, qui était Boris Mano, qui venait de la France. Mais ce petit joueur-là, c'est un gros fan de golf. Et je crois qu'une des raisons aussi pourquoi il est devenu aussi bon, c'est parce qu'il jouait avec Steph quand même assez fréquemment. Puis maintenant, il est rentré à PGA. Son nom, c'est Will Gordon. Ah ben oui, il vient de comme breakout un peu sur PGA Tour. Exactement. Il a fini troisième. Le monde est petit. Il a fini 3e au Travelers Championship. Il a vraiment bien joué dans son dernier tournoi. Moi, je jouais souvent avec Will, avec Steph. Puis c'est juste, comme tu dis, c'est un petit monde, là, mais le golf, ça rapproche quand même plusieurs personnes de différentes communautés. Tu vois un Canadien, un petit blanc de la Caroline du Nord, et Steph Curry qui s'est voyagé à travers le monde, que son père joue dans l'NBA, tu sais. Ah ouais, ben voyons donc, j'en reviens pas. C'est vraiment spécial. Tu t'es enchaîné, Isaïe, parce que ensuite, ta carrière, ça s'est transporté, puis je pense que tu étais curieux de savoir ça. Mais tu as joué professionnellement après. Tu peux nous expliquer où, comment ça s'est passé, pourquoi tu as arrêté? Oui, ben regarde, moi j'ai gradué de l'université. Après ça, j'ai été approché par plusieurs agents pour signer avec eux autres, puis aller jouer professionnellement dans d'autres pays. J'ai eu l'opportunité d'aller sur un traveling squad en Chine avec d'autres joueurs professionnels qui avaient joué pour la G League, qui avaient joué dans d'autres pays. Puis on a fait une petite tournée là-bas. C'était quand même assez intéressant. On a joué contre des équipes de la Chine, des équipes du Brésil et tout. Puis par la suite, j'ai eu la chance d'aller jouer en Irlande, professionnellement aussi en même temps, dans une de leurs ligues. C'était une belle expérience, mais tu sais, quand tu es rendu en Europe, c'est plus comme dans la NCAA. Autre que si tu es dans la meilleure ligue, par exemple, je sais pas moi, en Turquie ou en Italie ou en Grèce, là, côté budget pour les équipes sportives est quand même assez limité.
Donc, tu es dans des arénas qui sont... Il y en a des arénas qui sont quand même assez grosses, mais tu en as des plus petites. Tu n'as pas de personnel médical qui peut te traiter quand tu es blessé. Au moins, tu n'as pas les mêmes genres de traitements que tu vas avoir au niveau universitaire. La compétition est quand même assez bonne et féroce aussi parce que c'est des hommes. Tu ne joues plus contre des jeunes de 18, 19, 20 ans. Là. Tu joues contre des hommes de 20, 21, 22. Puis il y en a même des hommes de 35, 40 ans qui sont actifs, qui jouent encore depuis 15, 20 ans. Puis qu'eux autres, c'est leur seule façon de gagner de l'argent pour leur famille. Donc, eux autres, ils se donnent à 100% sur le terrain. Donc, ça a été quand même des expériences assez intéressantes au niveau professionnel. J'aurais voulu jouer plus longtemps, mais j'ai eu des blessures comme beaucoup de joueurs professionnels, que ce soit au hockey, au basket, au football. Puis ça a été des blessures chroniques qui n'arrêtaient pas de revenir. Je m'étais fait opérer en 2008, directement après March Madness, à mes 2 genoux. J'avais mes tendons rotuliens qui ont été complètement reconditioned, on pourrait dire, ben ouais, c'est ça. Puis j'ai eu aussi des chirurgies arthroscopiques aux 2 genoux. Donc, après mon stint en Europe, j'ai comme pris la décision d'accrocher mes souliers, pas accrocher, comme les joueurs de hockey disent accrocher nos patins. Là. Moi, j'ai accroché mes souliers, puis aussi mes genouillères, puis dire c'est le temps d'arrêter, puis de penser à mon futur autre que le basketball professionnel. Je m'étais dit, moi, ça me tente d'être capable de courir avec mes enfants, de plier mes jambes, de les ramasser. Puis si je voulais faire ça, il fallait que j'arrête. Donc, après mon temps en Europe, j'ai pris cette décision-là. Des fois, tu sais, je me dis, j'aurais peut-être pu toffer 2-3 ans de plus, mais je ne serais pas dans la situation que je suis là maintenant, tu sais, de pouvoir mettre l'emphase, puis aussi amener le spotlight sur le basketball au Québec, en parler, être à RDS, parler de sport, parler de basket. Comment tu trouves ça d'être analyste à RDS? Puis je trouve que c'est le fun de vous écouter parce que vous vulgarisez vraiment le basket, vu que c'est un sport qui est de plus en plus en développement au Québec. Comment tu trouves ça, ce rôle-là? Ben, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. C'est sûr, je ne vais pas te mentir. Moi, toute ma vie, j'ai écouté le basket en anglais parce que c'était la seule affaire qu'on pouvait écouter. C'était en anglais. Donc, la terminologie que je connaissais, puis aussi que j'ai continué à entendre au courant de ma carrière à titre de joueur amateur et professionnel, c'était en anglais parce que je suis tout le temps à des écoles quand même assez anglophones au cégep. Tu le sais, comme tu l'as mentionné, j'étais à Champlain, c'est Champlain St. Lambert, c'est une école anglophone. Puis après ça, quand tu vas aux États-Unis, c'est en anglais aussi. Donc, je te dirais, un des plus gros challenges qu'on a eu, c'était de verbaliser le sport en français, puis utiliser des termes en français. Parce que tous les termes que tu vas avoir, c'est des termes qui sont anglophones. On aurait pu écouter des matchs en France, mais finalement, tous les termes en France, c'est des termes anglophones avec un accent français. Il fallait utiliser d'autres types de mots que nous, on a comme inventés ou en faisant de la recherche sur les ancêtres des analystes de basket à RDS, comme Bob D, par exemple, qui utilisait de la terminologie style tir en foulée ou tir enfoncé pour dire lay-up et dunk. Ça, c'est des termes qu'on utilise une fois de temps en temps quand même si des fois on dit lay-up et dunk, parce qu'il y a quand même les vieux de la vieille ou les jeunes qui écoutent en anglais, qui écoutent en français, qui veulent savoir qu'on dit dunk ou lay-up. Mais tu sais, comme vous dites, c'est un sport qui est quand même assez en croissance au Québec. Il y a plus de personnes qui veulent l'écouter. Donc, on essaye de aussi décrire, par exemple, pourquoi certains joueurs ont fait certaines actions pour que les gens comprennent, tu sais, qu'au basket, c'est un sport qui est complètement différent que, par exemple, le soccer, le hockey, puis d'autres sports d'équipe collective. Ben, moi, je trouve ça intéressant parce que les fans de basket au Québec, avant, il fallait payer proche 200$ pour voir les games sur le League Pass. Puis là, je trouve que ça apporte une visibilité à la Ligue puis aux jeunes fans que je trouve ça vraiment intéressant pour vrai qu'on voit plus de matchs, puis surtout en ce moment là, avec les séries qui approchent. Là. Chapeau. Puis, je vais prendre la balle au bon. Tu as sûrement regardé le documentaire de Michael Jordan. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis je me fais poser souvent cette question-là. Puis ma réponse, je te dirais, c'était à quoi que je pensais ou à quoi que ça m'a fait penser. Ou, je te dirais, c'est juste le fait de trouver ça le fun de pouvoir se dire. J'ai écouté le basket à l'âge de 12 ans des années 90, puis je voyais Michael Jordan gagner.
OK. Il gagnait, il était bon, il mettait un ballon dans un panier, il dunkait, il était électrisant, il était athlétique. Mais en regardant The Last Dance, tu vois toute l'histoire derrière qui est Michael Jordan et comment il s'est rendu là. Donc, ça met un peu de substance à ce que tu as vu et ce que j'ai vu en grandissant par rapport à Michael Jordan. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, on a tout le temps entendu parler de Scottie Pippen, qui était comme le Robin ou Batman de Michael Jordan. Là, on a une histoire derrière lui, comment il a travaillé fort toute sa vie pour se rendre là. Personne ne pensait qu'il allait jouer à ce niveau-là. Finalement, il était capable de démontrer qu'il avait le talent et le potentiel et aussi les capacités de se rendre là. Même chose avec un gars comme Dennis Rodman, qui a eu des difficultés à plusieurs reprises, non seulement dans sa vie personnelle, mais sur le terrain. Puis comment il a fait pour franchir ces obstacles-là, aussi ces démons-là, parce qu'il y en avait des démons, Dennis Rodman. Donc, c'était juste vraiment cool de pouvoir voir chacun leur cheminement à travers leur carrière, à travers l'organisation des Bulls et aussi leur dernière année ensemble. Mm-hmm. Toi, Isaïe, tu avais vraiment aimé ça, hein, le documentaire? J'ai vraiment apprécié, puis surtout que on est plus jeune, fait que Michael Jordan, c'est juste une légende. On l'a pas C'est un poster que tu as sur ton mur, finalement. C'est ça. Mais puis là, on a vraiment vu l'homme derrière les statistiques, derrière. Que non, on l'écoutait, puis on en aurait voulu 10 autres, là, mettons, des épisodes. L'affaire qui est le fun avec ce documentaire-là, c'est que ça a comme semé des graines dans la tête de d'autres athlètes professionnels de se dire « Hey, ça serait vraiment cool de faire des documentaires comme ça, puis aussi les diffuser dans quelques années. » Là, on sait que Magic Johnson va en avoir un. Mm-hmm. Ça, c'est des années qui ont filmé ces vidéos-là, mais quand même, là, ils vont en faire un sur Kobe Bryant aussi. Mm-hmm. Ils vont peut-être en faire un sur Vince Carter. Ils vont peut-être en faire sur un LeBron James, par exemple, qui peut terminer dans sa carrière dans 3, 4, 5 ans. Donc, est-ce qu'on va filmer, par exemple, son parcours l'année prochaine, l'année après la situation de la COVID? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'équipes, non seulement au niveau professionnel dans la NBA, mais aussi à travers les autres équipes sportives qui vont faire ce type de documentaire-là. Puis en même temps, ce qui est le fun pour les partisans, c'est un peu du voyeurisme. Hein? Les gens aiment ça, s'infiltrer dans la vie des célébrités. Et en faisant ça, on s'infiltre dans leur vie, on s'intéresse à eux autres, on voit ce qu'ils font. C'est sûr que ça va avoir du succès, surtout si c'est des vedettes qui sont intrigantes et qui ont eu des carrières assez remarquables. Ouais. Tu viens de mentionner son nom. On va passer à notre inspiration du jour. Tu viens nous parler aujourd'hui de Kobe Bryant. Kobe Bryant qui a fait les manchettes dernièrement pour des tristes raisons qu'on abordera tantôt. Mais pourquoi c'est lui que tu as choisi de venir nous parler aujourd'hui? Je te dirais la première raison pourquoi Kobe Bryant m'inspirait, au début, c'était plus par rapport au fait qu'on mesurait la même grandeur, qu'on jouait la même position. C'est ça qui est drôle. Le dernier épisode, Max Vanout, c'était la même date de fête que Marc-André Fleury. Ouais. Là, aujourd'hui, Will, c'est la même grandeur. Ce n'est que des coïncidences. Ah oui, Max Vanout, son gars, c'est Marc-André Fleury? Oui, exact. Dernier épisode. Faudrait que j'y dise, Marc-André Fleury, c'était mon coloc au secondaire. Hey, là, ok, je suis tanné, là. Le coloc, Will Gordon, partner de golf, tabarouette. Ouais, c'était un petit monde dans le sport-études. Un moment donné, qui est là. Mais en tout cas, bon. Pour revenir à notre discussion, là, Kobe Bryant, ça a commencé à cause du fait qu'on mesurait les deux 6 pieds 6. C'était un gars qui jouait ailier. On pesait même le même poids. Là, on était comme 195 livres. Fait que, ça a toujours été comme un joueur électrisant. On le sait. Là, on a vu des vidéos de lui. On a vu ses performances incroyables en série éliminatoire. On voyait quel genre de personnalité il avait sur le terrain. Puis, ça a toujours été un gars que je me suis dit, ben, ça me tente d'avoir le même demeanor ou ressembler à lui sur le terrain. Donc, je me voyais à chaque soir, je prenais mon ballon, j'avais mon spotlight dans mon entrée là, qui pointait le panier de basket. Puis, le pire, c'est que je pensais à ça, une couple de jours, j'étais comme, hey, j'avais 15, 16, 17 ans, là, puis je jouais au basket dans mon entrée jusqu'à genre 1h du matin avec des spotlights. Mes voisins là, devaient pas être contents. Tu sais, sérieux, là, t'entends toc, 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 avec les gros spotlights puis la musique. Là. En tout cas, il y a personne qui m'avait dit en genre
2-3 ans, là, mais en tout cas, peu importe. Fait que je faisais tous les, les genres, même jeux que Kobe Bryant, j'essaie de limiter le plus possible. C'est sûr que j'étais pas aussi athlétique, mais ça m'a quand même assez inspiré à faire différents types de programmes de saut pour développer mon impulsion et le voir dunker comme il a fait, par exemple, dans un concours de dunk, ça m'a vraiment inspiré aussi. Là, puis, grâce à lui, j'ai été capable de développer certains skills de shooting guard parce qu'à 6 pieds 6, habituellement, quand tu es au secondaire, tu es un post. Tu es un gars qui joue dans la bouteille. Moi, j'étais un joueur qui jouait de l'extérieur, qui dunkait sur le monde puis qui tirait les 3 points. C'était pas quelque chose que tu voyais souvent pour un grand, un jeune gars de Saint-Hubert là, qui sortait de nulle part. Là. Mm-hmm. Puis toi, j'imagine, là, tu disais que tu voulais y ressembler. J'imagine que la Mamba mentality, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, c'est de toujours vouloir être meilleur que les attentes. J'imagine que ça devait te parler, toi, en tant que jeune, tu sais, le truc des spotlights, là, c'est de pratiquer tard, là, ça devait te parler. Mais l'affaire, c'est que dans ce temps-là, Kobe Bryant ne parlait pas de Mamba mentality. Ouais. Ça s'est comme développé dans la deuxième partie de sa carrière. Je pense que c'était comme en 2008 quand il a changé de numéro. Là. Il a vraiment mis de l'emphase sur the Mamba mentality. Mais tu le voyais, comme tu mentionnes, sur le terrain. Fait que tout le temps, le premier gars qui était là, c'était le gars qui travaillait. Il était déchaîné sur le terrain. Il voulait tout le temps travailler puis essayer des nouveaux moves, mais aussi en même temps, essayer des moves qui pouvaient l'aider à dépasser les adversaires. Tu le voyais, tu sais, un gars qui, lui, l'a inspiré, c'est Michael Jordan. Je ne sais pas si vous avez vu le segment de film un à côté de l'autre. Kobe, Michael Jordan, c'est les mêmes moves. Ouais. Tu peux voir ça à travers leur carrière. C'est incroyable juste de voir comment les deux joueurs se ressemblent sur le terrain. Mais moi, j'essaie de faire ces mêmes genres de moves-là. Tu sais, je parlais avec un de mes chums qui est venu faire un tour chez nous il n'y a pas longtemps. On est allé au parc pour shooter un peu. Puis on jasait un peu du passé, puis comment on s'entraînait ensemble, puis le fait de faire des moves pareils comme Kobe Bryant. Puis Kobe faisait des moves vraiment bizarres, là. Tu sais, où est-ce qu'il attaquait, il faisait un pump pick, il faisait un spin par en arrière, il revenait, il faisait un fadeaway. Mais tous ces moves-là étaient pensés. Puis il y avait tout le temps des combinaisons de pourquoi il le faisait. Il se disait, j'attaque, je fais un pump fake. Le gars, il saute, correct, mais il saute de ce côté-là, un peu plus à droite, je vais tourner par en arrière parce qu'il n'y a personne de ce côté-là. S'il y a un défenseur qui arrive en aide, mais je peux revirer le bord pour faire un fadeaway après ça. Fait que tout était pensé pour te donner des combos, des options suite au move que tu vas faire. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je regardais en faisant aussi le breakdown des tapes de Kobe Bryant que je voyais à la télé parce que j'enregistrais les games. Là. Dans le temps, on n'avait pas de YouTube non plus. Là. J'enregistrais, puis après ça, je reculais. J'avançais, je reculais. J'avançais, je reculais. C'est même qu'on s'améliorait dans le temps puis qu'on pouvait essayer des nouvelles choses sur le terrain. Je sais pas, as-tu lu son livre Mamba Mentality? OK. Il est en arrière. Okay, et ce livre-là est incroyable. Ce livre-là... C'est là, Mamba Mentality. Hey, ça, cet extrait-là, il est fucking bon pour les gens qui écoutent audio. Non, pour vrai, tu sais, tout ce qu'on dit là, il est écrit dans ce livre-là, puis c'est un peu comme le documentaire Michael Jordan. On dirait que ça vient mettre sur papier sa carrière. Ouais. Vraiment. Vraiment. Puis c'est Phil Jackson, en plus, qui a fait l'introduction. Puis, tu sais, Anthony, vu que tu l'as écouté, il y a des images. Les images, tu ne peux pas les voir, là, mais il y a vraiment des belles photos de Kobe Bryant qui est en train de faire des belles choses. Donc, c'est quand même assez inspirant de voir ça. Puis, toi, Kobe, tu le classes où, mettons, on va dire, dans le top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire? Tu poses cette question-là à quelqu'un qui est né des années 70, il va avoir quelque chose de différent à dire. Comme tu vas poser la question à un gars qui est né des années 50. Mais pour moi, Kobe Bryant est dans le top 5, c'est sûr et certain. C'est un des meilleurs marqueurs de l'histoire. Il a gagné 5 championnats. Il a joué 20 ans dans la même équipe. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il a été blessé, il est revenu. Il a marqué 81 points. Oui, il était difficile, il était tough là, sur ses coéquipiers. Mais après ça, tu le voyais céder, là. Combien de personnes étaient touchées de son décès, puis combien de personnes qui sont venues de l'avant pour parler de l'impact que Kobe Bryant a eu dans leur vie. Non seulement des gens, monsieur, madame, tout le monde, des célébrités, mais aussi ses coéquipiers. Donc, tu voyais comment il était une grande personne, malgré le fait qu'il ne démontrait pas ou qu'il ne publicisait pas ce qu'il faisait. Donc, en termes de joueur de basket, dans mon classement, j'aurais encore Michael Jordan comme numéro 1. Ça se peut qu'il se fasse dépasser si jamais un LeBron James commence à gagner
peut-être 1 ou 2 championnats au cours des prochaines années, puis qui continue à monter les rangs de marqueurs, les meilleurs marqueurs de tous les temps. Après ça, comme vous pouvez imaginer, il y a LeBron James qui est deuxième. Après, j'ai Kobe Bryant. OK. Après, j'ai Magic. OK. Puis en 5, je te dirais, j'ai entre Larry Bird et Tim Duncan. Oh, Est-ce qu'on a un fan des Spurs ici? comme on peut le voir ici. Ouais. Ben oui. Ouais. C'est-tu le danseur de Tim Duncan, ça? Ah, tu vas peut-être être déçu. Moi, c'est Tony Parker. Moi, Ben, je suis pas déçu de Tony Parker. moi ça, C'est un c'est bon joueur, là. ça, c'est mon joueur all-time, Tony. Ouais. Je suis content que tu sois pas C'est un bon déçu. joueur. Non, non, je suis pas déçu. C'est un joueur qui est quand même un gagnant aussi. Hein. C'est un Ah ouais. des meilleurs de jeu aussi de tous les temps. Donc, ton choix est respectable. Merci, j'apprécie. Puis, ça serait quoi ton meilleur souvenir de Kobe? C'est-tu la game des 81 points? Il y en a eu tellement. Non, c'est Oh, pas ouais. la game des 81 points. Il y a eu tellement de moments inspirants ou des moments quand même assez fous. Il y a un moment donné, un des moments, un moment cocasse, je te dirais, qui me revient tout le temps quand je pense à Kobe Bryant, c'est le fait qu'il n'était pas dérangé ou dérangeable. Ah. C'était le fait que c'était comme la fois qu'il y a eu Matt Barnes qui sortait le ballon, puis qui a fait une feinte dans son visage, puis Kobe, aucune réaction. Tu te dis, là, il y a un gars de 6 pieds 8, 6 pieds 9 qui fait à 100 de te lancer le ballon dans le visage, je pense que tu vas réagir. Mais non, Kobe Bryant, aucune réaction. Donc, ça, c'est quelque chose qui me vient à la tête. Il y a le concours de dunk qu'il a gagné à un jeune âge, je pense que c'était pas 18-19 ans. Il a fait l'All-Star Game. Il n'y a pas une chose en particulier. Il y a tellement de choses qui m'ont marqué à travers sa carrière que il faut juste que je les nomme toutes pour dire c'est quoi qui m'a marqué par rapport à Kobe Bryant. Non, c'est clairement un des plus grands joueurs de l'histoire. Puis toi, j'imagine, son décès le 26 janvier dernier, ça t'a probablement frappé assez solide. Ouais, ça m'a vraiment marqué. Comme je te dis, j'ai grandi avec Kobe. Hein. Mm-hmm. C'est comme si toi, tu te dis que c'est Tony Parker vraiment ton joueur préféré? Oui. Oui, Ouais. beaucoup. Bon, c'est comme si dans quelques années, quelque chose de même arrive. Tu as grandi avec ce gars-là. Puis, ce qui était aussi, ce qui est vraiment triste dans toute l'histoire, là, c'est que ça te marque aussi quand tu es rendu père de famille. Tu te dis, ce gars-là, il a joué pendant 20 ans de temps dans la NBA. Il s'est donné corps et âme pendant ces années-là. Il a négligé sa famille. Même lui, il a dit, il a négligé sa famille pendant des années. Puis là, il a eu une opportunité de devenir un père de famille puis se donner à 100% à ses enfants. Il avait décidé de plus redonner. Après qu'il a pris sa retraite, là, il s'était dit, le basket, back burner, j'ai même plus le goût d'en parler, j'ai même plus le goût de voir ça. Il venait même plus au game des Lakers parce qu'il voulait passer du temps avec sa famille, avec ses 4 enfants. Puis là, sa fille Gianna lui avait dit à un moment donné, Daddy, I want to go watch a game. I want to go to the Lakers, see the Lakers play. Elle a dit ça. Fait que lui, il a fait, bon, mais correct, on va y aller. Ils sont allés voir une game. Puis on voyait que Gianna a commencé à être beaucoup plus intéressée au sport, à demander à son père d'être coaché par lui, puis de devenir une bonne joueuse de basket. Puis au fil des ans, comme on a pu voir dans les derniers mois, Kobe il avait créé The Mamba Academy, il coachait l'équipe des filles, il s'est bâti ses relations avec la WNBA, avec les Rising Stars, les jeunes joueuses universitaires telles que Sabrina Ionescu, qui jouait à Oregon, qui était repêchée première. C'est juste triste de se dire que ce gars-là aurait tellement pu accomplir beaucoup plus de choses hors du terrain qu'il a accompli sur le terrain. On le sait que même en étant mort, il va en accomplir des choses. Sa fondation existe encore, son gym existe encore, il a encore 3 enfants, sa femme est encore là. Ils vont faire beaucoup de choses à son honneur. Mais lui étant un joueur remarquable, mais aussi une personne quand même assez inspirante, puis un gars qui allait redonner au basket, mais au basketball féminin, puis l'amener au prochain niveau. Tu sais, dis-toi, la NBA, elle va dans les voiles. La WNBA les suit un peu. Mais avec Kobe Bryant derrière, une jeune Gianna qui allait jouer à UConn, puis par la suite être repêchée dans la WNBA, ça allait faire exploser le sport. C'est ça. Donc, ça fait mal au cœur d'y penser. Tu ne vois jamais une légende de basket mourir aussi jeune que ça. Ça arrive jamais. C'est arrivé avec Pete Maravich quand il est décédé, je pense, d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans.
Mais autre que lui, là, les légendes meurent toutes d'un âge vraiment plus vieux. T'es bon encore, tu sais, Kareem, t'as encore en vie. T'as encore Bill Bill Russell. Russell, Ouais, c'est ça. t'as encore en vie. Jerry West, tu sais, ils meurent pas, ces gars-là. Fait que c'est juste triste de se dire que Kobe, il est juste plus là. Ouais. Est-ce que tu as d'autres modèles que tu aurais pu venir, mettons, nous parler aujourd'hui puis tu as hésité ou c'était vraiment Kobe all the way? Ben, il y avait Kobe puis il y avait Vince Carter, puis ça a commencé Ok. aussi Vince Carter à cause, oui, tu sais, le fait qu'il était à Toronto, puis c'était la seule équipe canadienne, puis il suivait les Raptors, mais aussi le fait qu'il mesurait 6 pieds 6, faisait le même poids que moi. Tu sais, c'est comme tu prends un modèle de quelque chose qui te ressemble. Ben oui, C'est oui. ça qui est le fun, par exemple, avec un gars comme Steph Curry. C'est un petit bonhomme, mesure 6 pieds 3, 180 livres, 185 livres. Fait que monsieur, madame, tout le monde, ou les petits jeunes qui veulent avoir un joueur avec qui leur ressemble, peuvent dire hey, ce gars-là, il est là, je peux me rendre là aussi, ou je peux m'inspirer de ce gars-là. Mhm. Donc, pour les grands gars comme moi, des gars comme Vince Carter, Kobe Bryant, c'est tous des gars qui étaient plus ou moins dans le même gabarit que moi. Donc, c'est une des raisons pourquoi je les suivais. Puis qu'ils m'ont inspiré à plusieurs reprises dans ma carrière. Là. Donc, tu peux comprendre que moi, Tony Parker, j'ai un peu le même style de jeu que lui. Là. J'essaie toujours de me référer à lui, un peu comme toi avec Kobe. Là. Ouais. Mais tu mesures combien? Oh. 5 pieds 9. Ah, OK. Mais je suis un petit gars, je veux dire, Tony aussi, là, je veux dire, c'est pas. Ben, exactement. Je te comprends. Je te comprends 100%, Ouais. mais assis, je ne peux pas savoir quelle grandeur que tu es. Ouais, non. Ben, c'est pas très grand, là. On va se le dire. On va passer à nos petits segments habituels. On va commencer, Isaïe, avec ton classique. Oui, donc c'est le segment épais ou génie. Donc, c'est un segment qui nous permet de voir, ben là, pour la question qui suit dans quelques mois, si on est un épais ou un génie. Donc, la question qu'on a pour toi, Will, c'est qui gagnera le championnat 2020 de la NBA? Oh, il y a de l'hésitation quand même. Faut juste que je dise une équipe. Ouais, une équipe. Parce que là, après, on va dire si t'es un épée ou un génie. C'est tough, là, parce que mon cœur me dit de quoi, puis mon cerveau me dit quelque chose d'autre. Mais regarde. Non, mais vas-y, dis Non, mais je vais dire, je pense. En tout cas, on va dire les Lakers. Là. Mm-hmm. On va dire les Lakers. À cause que je peux pas imaginer. Non, mais je peux pas imaginer les Lakers pas gagner ça. Un, à cause de ce qui s'est passé avec Kobe. Tu sais, la mort de Kobe en 2020, c'est comme LeBron James qui l'a passé dans le classement des meilleurs joueurs, des meilleurs marqueurs de l'histoire. Kobe qui dit je te passe le flambeau. Là. C'est toi là, la prochaine personne, the next big guy. Puis après ça, tu as les Lakers qui ont une saison désastreuse l'année passée, mais qui finit premier dans la conférence de l'Ouest. Mm-hmm. Tu as Anthony Davis, tu as LeBron James. LeBron, il ne reste plus grand année, là, il a 35 ans. C'est le temps de gagner. Puis si tu veux faire partie des grands de l'histoire des Lakers, il faut absolument que tu gagnes un championnat. Cette année, c'est l'année à le faire. Sinon, en tout cas, ça va être. C'est ça. Parce que tu voulais sûrement dire les Raptors? Je vais dire les Raptors. Ouais, c'est ça. Toi, Isaïe, c'est qui tu penses qui va gagner? Ben, avec les matchs qui jouent les Spurs, ben là, j'y crois plus, là. Mais non. Mais tu sais, avec les matchs là, qui jouent en ce moment, on dirait que j'ai pas le choix de dire mon cœur veut pas, mais les Lakers, ça va être tough à battre. Là. Ouais. Moi, je me rappelle que quand on en avait parlé il y a une couple de temps, je parlais tout le temps des Clippers parce que moi, j'ai comme une admiration sans borne pour Kawhi. Là. Je trouve tellement qu'il contrôle la game à lui tout seul. Mais j'ai regardé les matchs. J'ai tellement pas raté beaucoup de matchs depuis le début de la reprise des activités de la NBA. Puis pour vrai, c'est mon cœur et ma tête qui va y aller avec ça. Et je pense vraiment que les Raptors vont gagner à nouveau. Le pire, c'est que je souhaite que tu aies raison. Hey, je souhaite que tu aies raison. On souhaite aussi. Ils n'ont même pas tant bien joué l'autre fois, puis ils ont battu les Lakers. Ils ont battu les Lakers, puis ils ont battu le Heat de Miami aussi. Puis
sais, quand on parle des Clippers, les Clippers viennent de perdre en plus contre les Suns de Phoenix ce soir. Oui, avec un méchant game winner de Booker. Hein. Booker, avec gros tir. Je pense que c'était Kawhi aussi, qui était un des deux défenseurs qui le défendait. Là. Paul George. Donc, Paul George qui... Mais c'était Paul George et Kawhi. Ouais. Puis Paul Booker, George qui un se jeune de fait 21 ans qui fait dans leur face de même. Là. Paul George qui se fait faire des game winners un après l'autre. Ouais. On va passer à notre segment découverte. Je vais en avoir un, Isaïe, t'en as un. Moi, ma question, c'est qui ton jeune joueur préféré dans la NBA? Qui, là, un jeune qui arrive, mettons, qui n'est pas tout de suite dans son prime, puis que tu adores, puis que tu dis à nos auditeurs, regardez-lui. Ben, c'est facile, Luka Doncic. Ouais, on magasinait ses jerseys tantôt. T'as-tu vu la partie qu'il a eu aujourd'hui? Je pense que c'était 32 points, 20 rebonds, 12 assists. C'est n'importe quoi. Il a 21 ans. Habituellement, les gars, ils se rendent dans leur prime, dans leur top, quand ils ont 26, 27, 28 ans. Et lui, c'est dans sa deuxième année dans la NBA. C'est un gars de 6 pieds 7 Spirit qui était pro à l'âge de 15 ans. Il a de l'expérience, là, de la ceinture, là, le gars. Là. Mm-hmm. Il est tellement conscient quand il est sur le terrain. Il a tellement une intelligence, un quotient intellectuel de basket élevé que tu peux pas imaginer quel genre de joueur ça va devenir dans 3, 4, 5 ans. Puis l'affaire qui est intéressante à se dire, c'est que LeBron, c'est comme... Il y a LeBron, il y a Giannis. Ces gars-là vont être rendus un peu plus vieux là, dans quelques années. Steph Curry, Kevin Durant. The next big guy, oui, il y a Zion, mais Luka Doncic, si ça continue de même avec le duo de Porzingis, Dallas va pouvoir gagner des championnats, puis ça, je vous le dis tout de suite. Là. Je valide ton choix facilement. Prochain, on va y aller un peu dans la même branche. Maintenant, on va y aller québécois, un jeune joueur québécois, collégial ou universitaire à surveiller, mettons. Mais moi, je te dirais, je ne vais pas commencer à nommer des joueurs universitaires pour en nommer. Je pense que ça prend des années de travail pour se rendre à la NBA, puis il faut donner juste féliciter les gars qui sont rendus là, puis le crédit aux gars qui sont rendus là. Puis il faut les suivre, ces gars-là. Fait que moi, je te dirais, le premier gars, puis le seul gars qu'il faut suivre, le gars qu'il faut suivre, là, c'est Lugans. Là. Un gars qui a travaillé fort. Il a travaillé fort toute sa vie. Il a eu une opportunité de jouer à Arizona State. Il a eu une bourse d'études. Il s'était fait dire qu'il allait être repêché en première ronde. Il n'a pas été repêché en première ronde. Il pensait qu'il allait être repêché en deuxième ronde. Il n'a pas été repêché en deuxième ronde. Il a signé un contrat en G-League avec OKC. Il ne s'est pas baissé la tête. Il s'est donné à 100% pendant des mois et des mois. Après ne pas avoir eu son numéro appelé là, dans le draft. Tu sais, dis-toi, là, tu te fais dire que tu vas te faire repêcher dans la première ronde. Tu as comme presque une garantie. Puis ça n'arrive pas. Puis après ça, l'équipe que tu crois qui va te repêcher en deuxième, elle ne te repêche pas non plus. Hey, ça te fait quoi, là, à ton estime, à ta confiance? Ça, il a mis ça de côté. Puis il a dit, regarde, I'm going to prove them wrong. OK? Puis il a travaillé comme un fou. Puis là, notre jeune Québécois, Lugans, fait partie du starting five, 5 partants de OKC, qui est une des bonnes équipes, puis les meilleures équipes dans la conférence de l'Ouest. Puis que tu as des gars comme Chris Paul qui dit ouais, Lugans, c'est tout un fighter, c'est tout un gars qu'on peut dire, c'est un des gars qui travaille le plus fort. C'est un recrue dans l'NBA qui n'a pas été repêché, puis il vient de Montréal. Ça en dit gros par rapport à son caractère, puis quel genre de gars, puis quel genre de joueur que c'est. Fait que moi, je te dirais, le spotlight est sur lui. My God. On va couper cet extrait-là, puis genre, on va pitcher ça dans des DVD de croissance personnelle. Je venais d'écouter un Tony Robbins là, il y a 2 secondes. Là, Puis, mais tu sais, parce que je sais même pas si c'est peut-être même toi qui en as parlé dans les derniers reportages à RDS, mais comme quoi qu'il y avait un fait cocasse que selon la convention collective, parce que moi, j'étudie en ressources humaines, fait que ça m'a comme interpellé. Puis, selon la convention collective, les joueurs qui n'ont pas un contrat comme de NBA ne peuvent pas pratiquer avec l'équipe, sauf que lui, il est dans le starting five, fait qu'il ne pouvait même pas. Je ne sais pas si tu peux clarifier ça. Oui, mais ça, c'était au courant de l'année. C'était au courant de l'année quand il n'avait pas signé son contrat officiel. Il y avait un certain nombre de games que lui pouvait jouer dans la NBA, ou nombre de minutes qu'il pouvait jouer. Donc, ça limitait aussi sa
sa présence dans les pratiques. Donc, il ne pouvait juste pas être présent pendant les pratiques, sinon son éligibilité allait être rescinded. Donc, où il allait devoir signer un contrat de la NBA. Fait que ça allait avoir un impact sur le plafond salarial aussi de l'équipe d'Oklahoma City. Donc, c'est la raison pourquoi il y avait comme on a trouvé un loophole là, ou une clause d'échappatoire dans toute cette histoire-là en disant correct, il est dans le 5 partants, mais il ne va pas pratiquer avec nous autres. Puis il va falloir qu'il regarde des vidéos à son temps, à temps perdu. Puis après ça, il va y avoir un entraîneur qui va le coacher à l'extérieur pour que lui apprenne les jeux et tout. Fait que c'est ça. C'est intéressant. C'est vraiment, Puis, vraiment intéressant. Ouais. Avant-dernier petit segment, je vais aller avec la question suivante. Est-ce que tu aimes le concept de la bulle? À date, ça a l'air de bien fonctionner. Toi, est-ce que tu penses que finalement, c'était la bonne façon de revenir? C'est sûr et certain. Tu sais, pas de basket, basket. C'est la première réponse à ta question. Fait que basket, je suis bien content qu'il y en ait. Après ça, il faut que tu t'assures de faire les choses de la bonne manière. Tu sais, pour, assurer la santé de tes employés et aussi de tous les gens qui vont s'assurer de faire rouler cette business-là ou cette bulle-là. Donc, les gens qui vont amener la nourriture, les chefs cuisiniers, les entraîneurs privés, toute cette gang-là, il faut absolument que leur santé soit prioritaire, comme les joueurs de la NBA. Après ça, une fois que tu t'assures d'avoir les infrastructures et t'assurer que la santé de tout le monde est respectée, mais après ça, tu t'assures d'avoir une façon de marketer ton sport et aussi une façon de rendre ça assez intéressant et qu'il y ait de l'ambiance. Parce que si tu n'as pas d'ambiance, puis tu trouves ça plate, puis tu n'as pas d'effet alentour, puis tu te sens comme si tu dans un gymnase, mais ça ne va pas être aussi le fun. Oui, tu as la NBA, oui, tu vois les joueurs professionnels jouer, mais peut-être pour un partisan qui regarde à la télé, c'est peut-être pas aussi le fun. Puis peut-être en tant que joueur, ça ne te motive pas autant. Donc, il fallait tout que les gens qui ont pensé à cette bulle-là, ce concept-là, se disent, est-ce que ça va motiver nos joueurs? Est-ce que les partisans vont vouloir regarder ça? Est-ce que nos partisans vont continuer à suivre la NBA suite à cette saison-là? Parce que l'autre, tu veux s'assurer en faisant ça, c'est oui, on a du cash qui rentre avec les droits de télévision. Ça va avoir un impact un peu moins gros sur notre plafond salarial, mais on ne voulait pas perdre les partisans qu'on a perdus au cours des dernières années en perdant une saison. Parce que vous le savez, hein, à un moment donné, tu suis le basket, tu trouves ça le fun, tu trouves ça intéressant, ça continue. On coupe ça pendant un an de temps, on coupe ça pendant 8 mois de temps. Les jeunes qui ont commencé à regarder ça, ou les adultes, peu importe, qui ont commencé à regarder ça pour la première fois depuis quelques années, vont peut-être dire « Ouais, finalement, ça me tente plus de reprendre ça. » Donc, la NBA devait s'assurer d'avoir une belle continuité, puis je pense qu'ils ont vraiment fait un bon travail. C'est sûr que c'est pas pareil que qu'est-ce qu'on regardait à la télé, mais l'ambiance est bonne. Les bruits qu'on entend, c'est quand même assez semblable. On entend un peu plus les joueurs parler. On voit, tu regardes le terrain, mais tu vois aussi dans ta vision périphérique alentour ou quand tu regardes ton écran que tu as d'autres choses qui bougent, comme un peu comme on voyait initialement dans la NBA, dans des matchs réguliers. Donc, je pense qu'on a vraiment fait un bon travail. Puis en plus, côté en termes de limiter les cas de la COVID, on n'a pas de cas positifs depuis 2-3 semaines ou les 2 derniers tests qu'on a faits. Donc ça, c'est vraiment chapeau à l'organisation de la NBA pour s'assurer que tout le monde reste en santé et qu'on continue à rouler. Je pense que les fans sont contents, oui, que du sport revienne. Puis ça va être probablement, ben non, ça va être les playoffs les plus tough joués. Oui, confirme-moi, trouves-tu? Ou... Oui, je pense que ça va être vraiment les séries éliminatoires les plus difficiles. Quand tu y penses, tu as eu 4 mois off. Hein? Ouais. Donc, c'est comme si tu finis la saison, puis là, tu repars, tu as une pré-saison, puis la saison commence à recommencer. Puis là, la seule différence, c'est que tu vas je coupe la saison, j'ai 4 mois off, puis là, je me bats, par exemple, pour une place en série. Fait que c'est pas comme un début de saison où est-ce que les gens sont un peu plus relax, ils dribblent le ballon un peu plus lentement, ils attaquent moins le panier. Fait que là, il faut que tu arrêtes, il faut que tu ailles je t'ai arrêté à I gotta go all out, sinon je ne fais pas une série, puis mon équipe va perdre ou moi, je ne vais pas pouvoir avancer dans la série éliminatoire. Puis moi, ce que j'avais peur avec tout ça, c'est qu'il y a la possibilité que certains joueurs allaient avoir des blessures. T'sais, parce que tu es off pendant 4 mois de temps, tu ne peux pas t'entraîner de la même façon que tu t'entraînais, t'assurer de maintenir tes muscles, tous les muscles stabilisateurs aussi alentour, par exemple, de tes genoux, tes chevilles. Puis on l'a vu dernièrement avec Jonathan Isaac qui s'est déchiré le genou, le talon antérieur croisé.
Et après ça, tu as eu Jaren Jackson Jr. qui vient de se déchirer le ménisque ce soir. Fait que ça, c'est deux jeunes joueurs qui ont beaucoup de potentiel puis beaucoup de talent. Puis malheureusement, ils se sont blessés. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est à cause de la pause de 4 mois, mais je ne pense pas que cette pause-là a aidé. Donc, c'est quelque chose que les joueurs savaient qu'elle allait peut-être arriver. Là. Mais malheureusement, c'est arrivé. Là. Mm-hmm. Dernier petit segment, question controversée. Est-ce que Stephen Curry est le meilleur shooter de tous les temps? Ouais, c'est pas controversé. Là. C'est parce qu'au début, notre question controversée, c'était qui est le plus grand joueur de tous les temps? Mais là, tantôt, tu y as répondu. Fait que là, moi, pendant que tu parlais, j'essayais de trouver une autre question controversée. Il n'y a pas de controverse là-dedans, les gars. Là. Mais non. Non, mais meilleur joueur de tous les temps. Tout le monde va dire Michael Jordan. Tout le monde? Right? Tout le monde? Ben oui. Tout le monde? Qui dirait pas Michael Jordan? Ah, du monde. Comme qui? Ah, ben là, je peux t'en nommer. Ben c'est ça, il n'y a personne qui dit ça. Là. Moi, avant. Il n'y a personne qui va dire que LeBron. Non, mais tu peux pas dire que LeBron James c'est le meilleur de tous les temps, là, maintenant, là, tu sais, avec sa fiche, là. Tu sais, 3 victoires en 8 en finale, bla, etc., etc. Là. Mais il va peut-être devenir le meilleur. Peut-être. Mais en date d'aujourd'hui, c'est Michael Jordan, ça, je vous le dis tout de suite. Pas de controverse là-dedans. Puis côté tireur, au début, vous m'avez parlé, vous avez fait mention un des meilleurs tireurs de tous les temps. J'allais te plugger meilleur tireur de tous les temps. Parce que Steph, c'est le meilleur tireur de tous les temps. T'sais, en termes de nombre de tirs réussis, il est comme Allen. Là. Puis Ray Allen, il a eu une carrière de 15 quelques années. Là. Steph Curry, c'est même pas tant longtemps qu'il est dans la NBA. Puis il va se rendre là, sauf s'il se blesse. Knock on wood. Ben, c'est sûr et certain qu'il va se rendre là Steph Curry, puis il va battre Ray Allen, il va avoir un meilleur pourcentage. Il a révolutionné la façon que le basket se joue avec les tirs de l'extérieur. Ça ne se faisait pas des tirs comme ça dans le temps. Il n'y avait pas autant de joueurs qui tiraient de 3 points avant que Steph rentre dans la NBA puis qu'il force des joueurs à les jouer à 8 pieds en arrière de la ligne de 3 points. Donc, haut la main, Steph Curry, meilleur tireur de tous les temps. OK. Tout à fait. Mais là, vu qu'on a scrappé un peu notre question controversée, on aimerait ça finir avec un autre fleuron québécois. Isaïe, tu veux-tu en parler? Parce que c'est toi qui m'as amené le sujet tantôt, puis moi, je connaissais peu ou pas ce joueur-là. Karim Mané, qui jouait avec le Cégep Vanier. Qu'est-ce que tu en penses de ce prospect-là? Parce que là, il vient de déclarer pour la prochaine draft. Qu'est-ce que tu en penses? Tu dois l'avoir regardé un peu? Ben, moi, j'ai vu plusieurs. Je ne l'ai jamais vu jouer en personne, Karim Mané. Mais ce que j'ai vu des vidéos et des clips que j'ai vu jouer, c'est un joueur polyvalent. Ça, c'est sûr et certain. C'est quand même un joueur qui est quand même assez grand. C'est un grand ailier, athlétique, puis qui a le potentiel de jouer dans la NBA. Par rapport à sa prise de décision, moi, je le vois plus à une décision stratégique. On le voit en ce moment, de plus en plus de talents, on va dire dans le haut échelon des talents universitaires, ou qui s'en vont au niveau universitaire, ou le prochain niveau après le secondaire, qui se disent finalement, la NCAA, c'est pas fait pour moi, je veux me rendre dans le G-League. Il y a deux options maintenant. Tu as le G-League, tu as la NCAA. Puis après ça, les gars, on va dire qu'ils décident d'aller dans la NCAA, ils vont faire un one and done ou une année et ils décident d'aller dans la NBA après. Parce qu'ils veulent vivre le trip ou le trip de jouer dans la NCAA, de vivre l'expérience à titre de joueur universitaire, de faire le party, etc., peu importe leur raison. Ou se faire entraîner par un coach, par exemple, comme Coach Krzyzewski. Après, tu as l'autre côté de la médaille, les gars qui disent ben moi, je veux jouer dans le G-League. Je vais avoir l'opportunité de jouer là, faire de l'argent, me développer avec des entraîneurs de calibre de la NBA, avoir des installations style de la NBA, jouer contre des gars qui ont joué dans la NBA. C'est des hommes là, dans le G-League. C'est pas des jeunes de 18, 19, 20 ans. C'est vraiment des hommes. Puis aussi, comme je mentionne, faire payer. Donc, dans la décision de Karim, puis ça, je n'ai pas parlé, mais moi, je pense, dans sa prise de décision, ça a joué un rôle de se dire, ben peu importe, moi, ma décision, c'était d'aller dans le G-League, OK? Puis après ça, me faire repêcher pour aller dans la NBA. Donc, si sa décision, c'était ça initialement, pourquoi pas prendre le temps, prendre l'option de se rendre éligible tout de suite au repêchage, d'avoir la chance de se faire repêcher par une équipe en première ronde ou en deuxième ronde, puis jouer tout de suite dans la NBA, ou de dire, je ne me fais pas repêcher, je m'en vais dans le G-League qui était mon plan initial, je fais exactement ce que Lugans a fait, je signe avec une équipe qui voit mon potentiel, puis après ça, je signe avec eux autres. Fait que moi, je pense que sa prise de décision était plus par rapport à ça.
Ben, je peux avoir tort, mais ça, c'est ma perception à titre d'analyste et gars de business. Non, ça a du sens. Puis d'après moi, c'est un joueur à surveiller là, quand tu regardes ses highlights. Vraiment. Je suis Super un gars qui polyvalent. est vraiment il est vraiment intéressant à regarder. Puis je te dirais, la première fois que j'ai vu ces highlights, c'était contre NBA Academy, contre Bénédicte Mathurin et Maxo, au Max. Ces gars-là, c'est 2 jeunes Québécois qui jouent pour NBA Academy. Et c'était un match qui était à Champlain-Saint-Lambert, qui était un peu plus tôt cette année, qui a été joué. Donc, non, c'est vraiment un des jeunes Québécois qu'il va falloir garder un œil dessus l'année prochaine. Good. Ben, je pense que c'est ça qu'on va arrêter le podcast là-dessus. Merci, Will, pour vrai. Ça a été. C'est rare que je vois Isaïe avoir des yeux grands ouverts comme ça. Puis à un moment donné, je me suis juste assis confortablement sur ma chaise. Puis je vous ai regardé jaser entre 2 gars de basket. C'était vraiment intéressant. On te dit vraiment un immense merci. Là. Ça a été une belle heure passée avec toi. On vous rappelle d'aller voir nos pages Facebook, Instagram et Twitter. On est partout sur iTunes, YouTube, Spotify. Allez rater 5 étoiles sur iTunes ou allez downloader sur les autres plateformes. Nous, ça nous aide, surtout quand on veut pitcher notre idée à des commanditaires. Il y a plein de super projets qui s'en viennent. Moi et Isaïe, on commence à travailler sur quelque chose qui va s'emmener cet hiver. D'après moi, quelque chose qui ne s'est pas fait au podcast, en tout cas, quelque chose qu'on n'a jamais entendu dans les podcasts qu'on travaille là-dessus. On a super hâte de vous en parler. Sinon, allez voir le plan de match encore. 7 rédacteurs, incluant Isaïe et moi, qui parlent de sport. À chaque semaine, il y a des articles, puis ils ne sont pas si longs, fait que ça se squeeze bien quand vous ne savez pas trop quoi faire. Sinon, on rementionne merci au Centre du pneu Patrie de nous encourager. Ça fait toute la différence pour nous. Pour ceux qui ont commandé de la merch, ça s'en vient. On a eu la confirmation aujourd'hui. Sûrement quand l'épisode va être sorti, on va peut-être même les avoir reçus. Fait que, on va venir vous porter ça en main propre. Fait que là, mes amis qui écoutent le podcast qui disent que LeBron, c'est le GOAT, Will le dit, c'est pas LeBron le GOAT, c'est Michael Jordan. Exactement. Fait que sur ce statement d'Isaïe, appuyé par Will Archambault, hey, pour vrai, je ne pensais pas dire ça une fois dans ma vie. Sur ce, on se dit, Isaïe, à dans 2 semaines pour un autre concept d'inspiration. Yes, merci William. Merci les boys, continuez le bon travail. Merci.